Sortie de bocal est un podcast qui s'adresse à celles et ceux qui veulent entrer debout dans la houle des vivants, selon les mots de la poétesse André Chédid. Rêver en action, accueillir nos fertiles transformations intérieures, nos hivers comme nos étés, oser de nouveaux chemins, grâce à des interviews, des bulles d'inspiration et des outils concrets. Ensemble, incarnons nos utopies avec confiance. Créons le monde à nos couleurs, en toute bonne humeur et paix intérieure. Bonjour Sandra, bienvenue. Bonjour Emeline. Alors, je suis venue à toi parce que je me suis intéressée au deuil et notamment à ces deuils, je dirais presque du quotidien, en tout cas ces deuils qu'on rencontre au cours de la vie et qui sont, voilà, comme on a échangé ensemble, qui sont pas forcément que la perte d'une personne. Et donc, ça nous a amené à parler ensemble, à avoir envie de parler des transitions au féminin qu'on traverse au cours de la vie et qui partent souvent, voilà, de cette étape dont tu vas nous parler, de cette étape du deuil, de la perte pour aller vers un nouveau futur, une nouvelle phase de vie. Je vais te laisser d'abord nous brosser un peu le tableau parce que toi, tu t'intéresses au deuil au sens large. C'est vraiment ce qui te passionne et l'accompagnement autour de ça qui te passionne. Je suis Sandra, je suis facilitatrice en transition du féminin. Alors, j'accompagne les femmes en fait dans les moments de transformation tels que la maternité, les séparations, les divorces, le deuil, et aussi pour celles qui rencontrent qui font face à des défis liés à la fertilité. Et je les aide à révéler leur propre nature, à ouvrir le champ des possibles et à renaître dans la douceur. Voilà. On voit que ça prend vraiment en compte comme en quelque sorte presque l'intégralité de la vie en fait d'une femme finalement. Oui, je me suis intéressée vraiment aux grands moments de vie parce que je trouve que c'est quelque chose dont on ne parle pas assez dans notre société, où on n'est pas suffisamment, on va dire, accompagné. Il n'y a plus la transmission comme on pouvait, comme ça existait auparavant. Et bah, du coup, mais j'ai trouvé que c'était quelque chose de vraiment intéressant. Et puis voilà, bah, c'est à force aussi de travail sur moi, d'introspection que j'ai eu envie de faire ça, tout simplement. Ouais, ça me parle beaucoup ce que tu dis avec ce côté rite de passage ou en tout cas peut-être autrefois comme tu dis, cet accompagnement des aînés aux transitions de vie que finalement on a beaucoup moins et qui nous laisse parfois un Oui. peu démunis en fait face à nos questionnements et face aux sentiments un peu mêlés dont on ne sait pas forcément quoi faire finalement. Oui, oui, oui. Puis ça permet vraiment, je trouve, quand on en prend conscience et qu'on est accompagné ou en tout cas qu'on travaille dessus, ça permet de donner du sens en fait à ce qui se passe dans notre vie, dans cette transformation, dans ces pertes. Voilà, ça permet de retrouver un peu de douceur et d'apaisement. Oui, parce que ce dont on avait parlé, c'est que vraiment, ça peut être des périodes, enfin, ce sont des périodes qui sont finalement extrêmement fertiles, qui partent d'un sentiment qui est parfois très inconfortable, mais qui nous amène à réinventer. C'est finalement quelque chose de très stimulant et de très porteur et ouais, de très fécond. Le point de départ, c'est qu'effectivement, on perd quelque chose pour justement reconstruire une nouvelle réalité, un nouvel avenir, écrire un nouveau chapitre. Mais effectivement, c'est une période qui prend un petit peu de temps parce que c'est vraiment toute la phase de transformation, en fait, d'exploration de l'être. Et puis, bah, ça se fait pas en quelques jours ni en quelques semaines. Il y a un rythme à respecter en fonction de chacun. C'est un processus, en fait. Le processus de la transition existe comme il existe un processus de deuil. C'est souvent très méconnu. Et le fait de les connaître permet vraiment d'apporter un peu plus de douceur justement dans ces changements parce que généralement, ces transformations ne sont pas forcément dans la douceur. Voilà, quand il y a des changements de vie assez bruts, par exemple, je pense à l'arrivée d'une maladie pour une femme, ça peut être un cancer par exemple ou de l'endométriose et des choses comme ça. Bah voilà, la transition, elle va pas se faire en 2 semaines, hein. Ça va prendre des mois, voire des années. Donc c'est pour ça que c'est important de connaître les processus par lesquels la personne va passer pour justement être rassurée par ce qu'elle peut vivre. C'est exactement comme pour les étapes du deuil, c'est vraiment le fait ça n'enlève pas la douleur ni la souffrance, c'est certain, mais le fait de savoir qu'on reste pas figé en fait dans une étape, ça permet vraiment d'aider à mieux gérer en fait les émotions.
et du coup à accueillir aussi cette notion de temps dont tu parles et qui est nécessaire, bah, justement de Oui, pas justement tirer finalement et peut-être comme sortir la personne de son processus qui est pourtant oui, nécessaire. exactement. En fait, j'aime beaucoup l'image des saisons dans la nature. Par exemple, voilà, les saisons, elles durent une certaine période, c'est un processus. Et ben, c'est pareil pour l'humain. En fait, quand on se transforme, chacun après à son propre rythme, mais on ne peut pas aller plus vite, en fait, que le processus interne, en fait. Ça sert à rien d'accélérer. L'été, il peut pas aller plus vite, ou l'automne ou l'hiver. Enfin voilà, il a besoin d'un temps de certains mois. Et voilà, c'est un processus qui se respecte et c'est la même chose pour l'être humain en fait. Est-ce qu'on peut redonner clairement les étapes de ce processus de la transition pour les personnes qui nous Oui, écoutent? alors en fait, elles sont très simples. Tout à l'heure, je l'évoquais, il y a un point de départ, c'est la fin de quelque chose. Par exemple, une femme qui devient mère, c'est la fin de sa vie de jeune femme libre qui peut faire des choses sur un coup de tête, etc. C'est pas forcément d'ailleurs un changement négatif, ça peut être un changement très positif, mais ça demande, il y a toujours un point de départ qui met fin à quelque chose, à une réalité. Par exemple, si les enfants partent de la maison. Voilà, du coup, ça c'est aussi la fin de quelque chose, la fin d'une vie de famille avec les enfants à la maison, etc. Eh bien, la femme va devoir effectivement se réorganiser et apprendre à vivre d'une autre manière et trouver une autre dynamique familiale. Voilà, pour illustrer à peu près une fin. Ça peut être aussi la fin d'une croyance ou la fin de ce type de choses. Donc ça, c'est la toute première. Ensuite, la deuxième, ce qu'on appelle la zone neutre. Si je reprends les enseignements en fait de William Bridge, qui est très connu, reconnu en fait dans le domaine des transitions, c'est lui vraiment de qui je m'inspire. C'est vraiment toute cette étape où on se reconnecte qui invite à se reconnecter à soi euh, pour savoir qui on est vraiment et retrouver ce nouvel alignement intérieur, en fait. C'est vraiment là où se passe toute la transformation, tout ce travail sur notre identité, puisque comme on a mis fin à quelque chose, voilà, les rôles changent. Par exemple, pour reprendre l'exemple de la femme qui devient mère, quand elle devient maman, son identité change puisqu'elle devient maman. Qu'elle devient la femme en fait. Elle devient aussi dans le couple, il y a un autre rôle, donc il y a une autre facette. Il y a tout ce travail d'identité effectivement qui est vraiment important et quelle que soit l'étape de vie en fait qu'on vit. Et donc ça demande vraiment effectivement une bonne connaissance de soi en fait, et de prendre le temps de se connecter à cette période-là. Et puis enfin vient la troisième étape, donc la dernière, qui est vraiment cette renaissance ou ce nouveau départ. Et c'est là en fait où on a reconstruit, je sais pas, on a une nouvelle organisation par exemple, ou si par exemple une femme a fait une reconversion professionnelle, elle a trouvé un nouveau rythme de travail, des nouvelles méthodes. Voilà, on peut dire que c'est cette phase-là qui est du coup la plus, la plus simple, puisque là, on met en place toutes ces nouvelles réalités. Voilà pour expliquer les trois étapes. Et évidemment, alors après, au niveau émotionnel, ça peut être très intense pendant ces phases-là, notamment pendant la deuxième, puisque c'est vraiment une phase en fait où on déstructure tout finalement. Et la première, elle peut être aussi effectivement très émotionnelle, mais souvent, quand il y a la fin de quelque chose, on en a conscience, mais on l'intègre pas vraiment. En fait, on sait pas trop, voilà, on sait qu'il y a un changement, mais on a du mal un peu à réaliser. C'est quand on débute le deuil, il y a souvent cette phase un peu de choc, de déni, où on sait pas trop où on va, on sait, mais on sait pas trop. Voilà. Et les émotions à ce moment-là, elles sont moins, enfin, c'est pas qu'elles sont moins fortes, c'est que, en tout cas, dans la phase de deuil, il y a cette phase où il y a un mécanisme de protection psychique en fait qui se met en place et les émotions sont un peu anesthésiées et elles reviennent beaucoup plus fortement en fait pendant la deuxième phase, comme pour le processus de deuil où là on les vit beaucoup plus
intensément, on va dire. Ouais, ouais, c'est vraiment très intéressant parce que, enfin, moi, en tout cas, ce que je ressens de mon expérience, c'est à quel point, en fait, on est tenté, on est poussé à passer directement à la troisième étape. Et en fait, Oui. du coup, c'est très compliqué parce que c'est comme si on était lâché sans filet, en fait. Mais c'est vrai que dans la société dans laquelle on est, je pense notamment, moi, quand j'étais encore salariée, toutes ces étapes de transition ne sont absolument pas prises en compte. Quelqu'un qui a perdu une personne ou quelqu'un qui devient maman. Ben, en fait, on attend de la personne qu'elle soit exactement en fait comme avant, avec le même rythme, avec les mêmes capacités, les mêmes choses. Alors qu'en fait, non, il y a eu un changement, il y a des adaptations à faire. Quand on perd quelqu'un, on peut pas être productif de la même façon, de la même manière que quand on devient maman, ben, on a une nouvelle organisation et des nouvelles, enfin voilà, des nouvelles responsabilités à gérer et pas les moindres, et pas des moindres. Donc ça demande une réorganisation aussi. En fait, on n'en parle pas. C'est de cette phase-là d'adaptation. C'est toute une période d'adaptation et de transformation dont on ne parle pas, que ça soit au travail ou ailleurs, hein, pas forcément au travail, hein, mais pour tout de manière générale, on n'est pas amené à être accompagné dans ces changements-là, en fait. Oui, tout à fait. Bah, on va revenir après à comment on peut l'accompagner, mais juste ce qui me venait, Oui, c'est finalement quand tu prenais l'exemple de devenir jeune maman. Et de mon expérience, oui, devenir jeune maman, c'est comme un été, il y a quelque chose d'un jaillissement, bien comme d'un sûr. accomplissement, etc. Et en même temps, c'est comme si on traversait en même temps un hiver dans notre processus de transformation féminine, parce que on a besoin, comme tu disais, de revenir à soi et de se réinventer, enfin, de retrouver qui on est au fond dans tout ça. Enfin, donc c'est comme si avec Oui, un mélange d'été et d'hiver qui doit brouiller un peu les pistes aussi, enfin, qui rend en fait l'accueil du processus plus compliqué, à la fois par l'extérieur, mais même par soi-même en fait. Enfin, et oui, c'est ce qu'on vit quand, avec toute cette ambivalence qu'il y a autour de la maternité, surtout au début. Enfin, ouais, surtout la première. oui, 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 tout à fait. Et alors du coup, comment est-ce qu'on peut plonger dans cet hiver de la zone neutre, qui n'est pas un hiver négatif, mais qui est un hiver fertile et nécessaire? Ah oui, j'aime beaucoup ton mot fertile parce que en fait c'est une phase où on peut énormément créer. En fait c'est la phase en fait où on reprend les choses en main. En fait où on a la possibilité en tout cas de les reprendre en main pour justement retrouver cet alignement intérieur, retrouver qui on est. Vraiment ça nécessite vraiment un temps en fait où on a besoin de se poser en fait pour mieux se connaître et vraiment effectuer un travail d'introspection. Il est essentiel pour se reconnecter à ses valeurs, à ses talents, à ses passions, pour justement développer des nouvelles qualités ou explorer de nouvelles choses. Parce que justement, c'est en explorant ces nouvelles choses qu'on va peut-être se découvrir des nouveaux talents, des nouvelles aptitudes et justement devenir une autre personne. Mais ça demande effectivement, dans un premier temps, de vraiment regarder à l'intérieur de soi. Alors j'ai une question, c'est que simplement je me disais, mais dans la vie normale, entre guillemets, t'as pas forcément l'espace pour ça. De la même manière qu'en tant que femme, on n'a pas Ouais, forcément l'espace de vivre nos hivers du cycle menstruel, par exemple, pour parler oui, simplement. c'est vrai. Euh, Ouais, enfin, tu vois, on se retrouve, enfin, tu vois, si je prends mon exemple, tu vois, tu te retrouves à déménager d'un pays à l'autre, entre les deux, tu es oui, complètement submergé d'actions, de sollicitations, tu vois, de choses à faire, et finalement, tu n'as même plus, tu vois, l'énergie d'aller explorer quoi que ce soit. Tu essayes juste de surnager, et tu vois. ouais, parce qu'en plus, quand tu déménages, là, alors là, pour le coup, tu as perdu complètement les repères relationnels aussi, géographiques. C'est vrai il y a ces injonctions à toujours aller vite. C'est vrai que c'est pas simple, du coup, de trouver ce temps. Mais n'empêche que sans ça, c'est compliqué après d'avancer. C'est plus compliqué. Du coup, ça complexifie pour avancer, en fait, pour Ouais. prendre ces nouveaux repères, pour évoluer. Après, ça n'empêche pas l'évolution, c'est juste que ça sera un peu plus chaotique, je dirais. Enfin, c'est clair que déjà d'en avoir conscience, ça permet déjà d'être plus doux avec soi-même, de se laisser au Oui, maximum de l'espace, de, comme tu dis, de pas vouloir absolument aller vite, pas rajouter des actions, pas se taper dessus si ouais. ça va pas aussi vite qu'on voudrait, si on Non, s'adapte pas aussi vite qu'on voudrait, etc. Et je pense que ça déjà, ça aide énormément, ça doit oui, apaiser.
Et tu parlais notamment de la créativité, parce qu'on est toutes les deux très intéressées par cet aspect des choses et la manière dont la créativité, qui fait partie de chacun et chacune d'entre nous, peut vraiment nous accompagner sur nos chemins de vie. Alors, comment est-ce que toi, tu vois la créativité dans cette phase de transition, cette zone neutre? C'est une aptitude que tout le monde, enfin pour moi, qui est universelle et que tout le monde a, sauf que les personnes n'en ont pas forcément conscience et qui est pourtant fondamentale en fait pour justement se reconnecter à soi, prendre soin de soi et ça aide vraiment à faire face aux défis de la vie. Je me suis rendu compte à quel point ça pouvait être bénéfique dans les accompagnements, notamment pour les personnes qui ont plus de difficultés, par exemple, à s'exprimer verbalement. Eh bien, le fait de pouvoir passer par la créativité, c'est vraiment sensationnel en fait, parce qu'on peut toucher des choses extrêmement profondes que je dirais même en verbalisant, en fait, on ne serait, on n'aurait peut-être pas eu accès finalement. J'ai travaillé avec une personne sur, alors j'avais pas du tout prévu ça au départ. C'était plus compliqué effectivement au niveau verbal et en fait c'est une personne qui vivait plusieurs deuils en même temps entre le déménagement, une recomposition familiale, la perte d'un animal, une fausse couche, enfin la totale. Et en fait, on ne savait pas sur quel deuil travailler parce qu'en fait, il y en avait trop. Et du coup, les transitions, là, il y en avait vraiment plusieurs. Mais en fait, la personne elle-même n'arrivait même pas non plus à savoir quelle était la plus importante à travailler pour justement adoucir les autres. Eh bien, justement, c'est en passant par la créativité, donc avec un processus créatif bien défini, qu'on a pu effectivement identifier le deuil sur lequel travailler. Et du coup, ça nous a donné des pistes thérapeutiques pour la suite. Et puis, ça nous permet effectivement, dans nos quotidiens qui sont extrêmement chargés, où on a toujours plein de choses, de temps en temps, effectivement, soit faire de l'écriture spontanée, ou un dessin spontané, ou colorier, ou coller des images. En fait, ça ne demande absolument pas de talent particulier, puisque en fait, l'idée, c'est de laisser aller et de se faire du bien et de poser ce dont on a envie. Après, bien sûr, ça peut être autre chose. Il y a des personnes qui vont s'exprimer par le mouvement. Euh, il y a plein d'autres manières, en fait, de pouvoir le faire. Mais effectivement, en thérapie, je trouve que c'est un outil vraiment qui est vraiment essentiel et que j'aime beaucoup, en tout cas, utiliser. Et en plus, c'est ludique. Et ça permet de faire du bien. Et il n'y a pas ce truc de il faut absolument faire bien. Voilà, on n'est pas là pour faire une œuvre d'art. On est là pour voilà, exprimer ce qu'on a exprimé et puis c'est tout. Oui, c'est sûr. Bah, c'est vrai que la créativité, comme elle nous permet de lâcher aussi ce cerveau gauche très logique et qui doit absolument trouver des réponses, ça aide justement Oui, à contacter l'inconscient, à contacter des ressources auxquelles on n'a pas oui, accès, je pense, avec notre néocortex, surtout en cas de difficulté où finalement on est un peu coupé de notre intelligence habituelle, on est un peu en perte de moyens. Et donc là, on retrouve oui, c'est vrai. quelque chose de beaucoup plus vaste et beaucoup plus... Ouais, on retrouve beaucoup de moyens, je pense, en fait. Parce que nos moyens, ils Ah sont oui, toujours là. C'est juste l'accès, en fait, à ces moyens. Et justement, par la mm, créativité, je pense que enfin, c'est là qu'on a beaucoup de puissance. Et j'ai bien oui, aimé ce que tu ouais, disais, le fait que ça n'a pas besoin d'être... Déjà, on n'a pas besoin de techniques particulières. C'est toi, tu utilises voilà. des moyens tout simples, collage, petits dessins, écriture, Oui, etc. Et ça, c'est très juste ce que tu disais, que parfois, un quart d'heure ou 20 minutes, on attend d'avoir 3 heures devant soi, mais en fait, un quart d'heure, 20 minutes, ça peut nous ressourcer d'une manière phénoménale. Et c'est ça qui est génial, oui, justement. oui, tout à fait, ouais. D'ailleurs, j'ai toujours maintenant des carnets d'exploration créative où ils sont au format A4. Alors, des fois, c'est un peu grand. Alors, je m'en suis acheté aussi un A5 pour quand j'ai besoin d'aller plus vite. Enfin, plus vite. Ah, je veux pas. Mais en tout cas, quand j'ai moins de temps, c'est plus pratique. Voilà. Et je me demandais aussi, est-ce que parfois, donc ces créations, qui se qu'on fait avant tout pour soi, ou voilà, ou dans un cadre thérapeutique pour engager un dialogue, ou etc. avec le thérapeute, est-ce que ça peut aussi servir comme moyen d'exprimer ce qu'on vit, par exemple, à son entourage? Est-ce que ça t'est arrivé, toi, d'accompagner des personnes qui ont pu utiliser un dessin, qui ont pu utiliser un écrit ou je ne sais quoi pour Oui, justement dire, voilà, je ne sais pas te dire avec des mots, mais voilà ce que je ressens, voilà ce que je traverse. Si on prend l'exemple d'une femme qui vit une fausse couche, pour l'entourage, ce que vit la personne n'est pas forcément palpable, c'est pas forcément facile de s'y connecter, ne oui. serait-ce que de comprendre ce qui se passe. Et du coup, ce que je me demande, c'est est-ce que voilà, est-ce que des productions artistiques peuvent permettre d'exprimer
à un autre niveau ce que la personne vit, tu vois, sans passer par le Ouais. verbal et etc. Oui, clairement, avec le consentement effectivement de la personne, si elle, c'est elle qu'elle décide, mais ça me fait penser à quelqu'un qui fait ça très bien sur Instagram, notamment pour les femmes qui vivent des fausses couches et qui justement représentent en fait bah, justement le vécu de ces femmes par le dessin. Et c'est juste magique. Ça s'appelle le conte s'appelle Mais presque rien. La manière dont c'est représenté nous permet vraiment de comprendre ce que vit la personne de manière très claire. C'est très fort en fait. C'est très très fort. Et ça justement pour sensibiliser l'entourage bah, de la personne, enfin de la femme qui le vit. Je trouve que c'est un moyen d'éducation en tout cas qui est très important et qui a toute sa place. On sort peut-être un peu de ton sujet, mais ça m'évoque aussi tout ce qu'il peut y avoir comme accompagnement thérapeutique, par exemple avec la photo ou avec le Oui, chant, d'autres oui, médias où on va être accompagné par quelqu'un qui est une personne qui est elle-même créatrice finalement, qui n'a pas oui. forcément uniquement la position de thérapeute, mais qui va nous aider par le biais de sa propre créativité à toucher la nôtre et à traverser, par exemple, un deuil. Oui. Ah oui, 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 tout à fait, oui. Et d'ailleurs, dans le mot créativité aussi, ce à quoi je pensais, il y a effectivement créer de manière artistique, etc. Mais il y a une chose aussi importante, c'est aussi créer sa vie, quoi. Il y a la notion de créer, voilà, sa nouvelle réalité, justement, celle qu'on veut, celle vers laquelle on veut aller. Et alors du coup là-dessus, est-ce qu'il y a des questions un peu comme des petites étincelles, s'il y a des personnes qui nous écoutent et qui sont dans cette phase un peu de zone neutre entre deux étapes? La première étape, c'est faire un peu comme un petit bilan en fait sur les différents domaines de la vie pour justement identifier là où il y aurait besoin effectivement de rééquilibrer par exemple. Ça serait une première étape et après c'est faire le point. Mais c'est quoi mes valeurs en fait parce que parfois elles évoluent. Moi je me suis rendu compte que ça a pu évoluer. C'est quoi mes talents parce que des fois ça peut paraître simple comme ça, mais en fait on n'en a pas forcément conscience. Et donc, quels sont mes talents, quelles sont mes qualités et qu'est-ce que j'aimerais faire et que je n'ai pas encore développé et qu'est-ce qui me permettrait de le faire, par exemple. Ça, ce sont vraiment pour moi des questions clés au départ pour apprendre à se connaître, en fait. Et après, aller sur qu'est-ce que je veux vraiment. Voilà, de quoi j'ai envie, comment je peux m'écouter pour aller vers cette nouvelle réalité. Quelle maman je veux devenir ou quelle entrepreneuse je veux devenir. C'est à chaque fois, c'est qu'est-ce que je veux vraiment. Comment je peux construire la nouvelle réalité si je sais pas ce que je veux. Et comment est-ce qu'on va mettre effectivement des mots sur ce qui nous anime? Mais c'est loin d'être facile. Alors, il faut enlever les couches déjà de fatigue potentiellement. Non, mais ça commence par là. Enfin, parce que quand Ouais. on est tellement fatigué qu'on a envie de rien, on va dire bah en fait c'est juste de dormir. Donc c'est pas voilà. Et puis les Ben, couches c'est de, voilà, juste. de Ouais, conditionnement, d'injonction, de ce qu'on croit qu'on ouais. est, de ce qu'on croit qu'on doit faire, de mais de toute façon, chose, c'est pas faire autre chose. Enfin, c'est vraiment loin d'être. Ouais. C'est C'est vraiment. c'est pour ça, notamment quand on est extrêmement fatigué, et c'est vrai qu'on est dans un monde, bah, où il y a beaucoup de personnes qui le sont, où on peut manquer d'énergie. Moi, je sais que dans certains moments de vie, j'ai eu des grands moments de fatigue aussi. Et en fait, pour surmonter ça, il faut s'identifier, c'est important d'identifier les petits boosters de bonne humeur, de joie, les choses qui nous mettent, qui nous donnent de l'entrain. Moi, je sais que par exemple, bon, en plus de la créativité, j'aime être en mouvement, j'aime avoir une activité sportive mais douce, pas trop intense, mais j'aime être en mouvement. Voilà, quelles sont ces petites choses justement qui me redonnent de l'énergie. C'est ça qu'il faut. En fait, c'est constamment un travail d'introspection et arriver à identifier ce qui nous donne de l'énergie et ce qui, au contraire, nous en prend trop et essayer de rééquilibrer comme ça. Là, récemment, quand j'étais très fatiguée entre voilà, deux phases de vie, enfin, entre deux pays, etc., ben, je me suis rendu compte que j'avais besoin, un, comme tu disais, de faire de l'activité physique. Quand j'étais super fatiguée, en fait, c'est d'aller faire du vélo ou de la marche, alors que j'étais fatiguée. Donc, mais, bon, ça me demandait l'effort de me dire, OK, j'y vais, mais après, je revenais avec beaucoup plus d'énergie. Et le Oui. deuxième truc que j'ai réussi à identifier, c'était de bouquiner, en fait. J'avais vraiment besoin de lire, Mhm. parce que j'adore les mots, et que, voilà, et que ça me stimulait intellectuellement sans me demander un effort.
On sait quand. Ouais. Et en fait, voilà, et je me suis dit, je lâche, ok, je ferai moins de choses, mais j'ai besoin de ça, j'ai besoin de me ressourcer et ça m'a fait un bien incroyable. Donc, En fait, c'est hyper important de se ressourcer. Moi, je sais que longtemps, j'ai eu tendance à reléguer ça au second plan. C'est un peu genre quand j'aurai le temps. Et sauf que, bah, en faisant ça, mais en fait, on le fait jamais. Donc, jusqu'à ce que tu arrives à des états d'épuisement après, que tu dis, ah non, mais en fait, là, ça va pas être possible. Si on prend pas ces moments-là, en fait, personne va pouvoir le faire pour nous. Donc, et pour tenir sur la durée, c'est essentiel, en fait. Moi, j'en ai pris vraiment conscience quand je suis devenue indépendante. J'avais tendance à être beaucoup dans le faire. J'ai une énergie très masculine. Et, euh, et en fait, je me suis dit, si je continue comme ça, je vais aller droit dans le mur. Si je prends pas soin de moi, je ne pourrai jamais prendre soin des autres, en fait. Donc là, c'est devenu, j'étais obligée de changer ma façon de voir les choses. Maintenant, en tant qu'accompagnante, je me dois d'être en pleine forme, en fait, dans le maximum de mon potentiel pour pouvoir accompagner. Donc, du coup, c'est devenu quelque chose qui fait partie, on va dire, de mon hygiène de vie. ouais, tout à fait. Bah, c'est ce que j'allais dire, c'est comme une hygiène en fait, une hygiène intérieure, une hygiène personnelle. Et en fait, j'ai Oui, l'impression que on l'entend beaucoup, mais combien de femmes le font vraiment de réaliser que plus tout. elles prennent soin d'elles, plus elles peuvent prendre soin des autres, et que ça Ouais, commence ouais, même par soi. Mais on le répète, et moi, sans arrêt, j'ai l'impression de me ouais. heurter personnellement, mais autour de moi, je vois la même chose. Et je me dis, c'est incroyable qu'on en soit rendu à devoir se répéter encore et encore, mais tu as le droit de te reposer, tu as le droit de prendre soin de toi, tu as le droit d'aller marcher. Ouais. Et bon, j'ai fait la même chose que toi, hein. C'est vrai, quand on est indépendant, en plus, voilà, enfin, tout repose sur nous, puis on est plein d'enthousiasme, etc. Donc on peut vite se Oui, brûler les ailes aussi. Enfin, faut maîtriser la passion, l'enthousiasme, la joie. en tout cas, c'est intéressant d'en reparler dans le cadre de cette transition du féminin, de cette transition de vie, d'avoir de l'espace pour soi, de se faire du bien, comme tu disais, pour pouvoir reconnecter à, voilà, comme tu disais, à ce qui nous fait envie, à ce qui nous fait vibrer, à ce qu'on a envie de faire. Oui. Oui, puis ça nous permet d'avoir aussi des relations plus harmonieuses du coup avec notre entourage. Voilà, après c'est savoir déléguer aussi, responsabiliser d'autres personnes pour pouvoir trouver son équilibre. Je pense notamment aux familles aidantes avec lesquelles là j'étais en contact dernièrement et les familles qui aident des personnes malades, gravement malades. Bah voilà, par exemple. Prendre soin de soi quand on est aidant est essentiel aussi pour pouvoir accompagner effectivement la personne atteinte de la maladie en fait. Parce que si elle veut que ça reste sur la durée, euh, si elle ne prend pas soin d'elle, ce qui risque de se passer, c'est qu'elle ne puisse plus du tout s'occuper de la personne et que la personne soit envoyée à l'hôpital ou dans une institution, ce qui n'est absolument pas le souhait de départ. Donc, effectivement, j'aime sensibiliser sur ça parce que la personne se met en danger en fait si elle ne physiquement et émotionnellement parce qu'elle est déjà submergée. Donc c'est pour ça que c'est important aussi de prendre soin de soi, notamment dans ces situations-là. C'est vraiment majeur même. Ouais, ouais, non, mais je trouve ça précieux que tu le rappelles. Déjà que tu parles des relations, parce que effectivement, si on peut adoucir les relations dans ces phases de transition, bah, ça permet d'avoir plus de soutien de l'entourage. On n'a vraiment pas envie de se rajouter par-dessus tout le reste des Ouais. conflits relationnels. C'est vraiment Oui. et puis, non, Ah, c'est vraiment précieux ce que tu dis aussi sur le fait de bah, tout simplement de demander du soutien, je pense. De pas aller au-delà de ses ouais. limites, de savoir demander du soutien avant d'être arrivé vraiment dans la zone rouge où on est en train de se griller. Enfin, quelle que soit sa position, qu'on soit soi-même dans une transition, qu'on accompagne quelqu'un dans une transition. En fait, on est des êtres de connexion en fait à la base, hein, donc et puis c'est fondamental. Et puis s'il n'y a pas l'entourage effectivement amical ou familial qui est proche, après il y a des professionnels qui peuvent aussi accompagner, où il y a des structures aussi qui ne demandent pas forcément, enfin, nous, ça peut être gratuit dans des associations en fonction de la problématique. Mais c'est vraiment, en tout cas, rester en contact avec les autres est vraiment essentiel dans les périodes, on va dire, de transition qui sont difficiles pour justement surmonter ces étapes-là. Parce que quand on coupe le lien social et qu'on s'isole, là, après la personne se replie sur elle-même, et là, c'est pas bon. Au niveau santé mentale, c'est vraiment pas terrible.
Ouais, ce sont des cercles vicieux souvent. Donc, bah, c'est bon à savoir qu'il y a des associations vers lesquelles se tourner. En tout cas, sur le deuil, effectivement, de manière générale, mais là, c'est plus suite à la perte de quelqu'un. Il existe énormément d'associations, il existe des groupes de parole qui sont gratuits, il existe vraiment enfin, des sites qui font un travail justement de recherche par rapport à ça et qui essaient de se faire connaître pour justement apporter un maximum de ressources aux personnes gratuitement. De la même manière, pour les aidants, il existe aussi des choses, hein, des structures, il existe le café des aidants, enfin, il y a pas mal de choses. Et après, pour les autres transitions, il existe aussi des choses. Après, tout dépend de ce qu'on a, mais c'est vrai que il existe de plus en plus de ressources, en tout cas, et c'est vrai que c'est important effectivement, de savoir qu'elles existent et de les faire connaître. Bah, merci beaucoup Sandra. Là, il y a plein de pistes, d'éléments concrets, et puis aussi je trouve, ça donne beaucoup de confiance dans Oui, justement dans la temporalité, dans comment dire, le côté inéluctable du processus, qui oui, inéluctable et dans le bon sens du terme, qui de toute façon oui. va avancer. Merci beaucoup de m'avoir invité, Émilie.